Première partie. L'histoire commence un lundi de février 1865, vers 3 heures du matin. Le jeune Étienne Lantier, personnage principal, arrive à la fosse du Voreux. C'est le fils de Gervaise Macquart et de son amant Lantier. C'est aussi le frère de Claude, Jacques et de Nana. Étienne arrive de Marchienne. Il vient de se faire envoyer de son travail pour avoir donné une gifle à son employeur. Désormais chômeur, il est à la recherche d'un emploi dans le nord de la France, malgré la crise industrielle qui sévit. Il poursuit sa route jusqu'au Coron, une zone qui regroupe les habitations de ceux qui travaillent dans les mines. À ce moment, le narrateur se focalise sur la famille Maheu. Une famille pauvre, dont les parents, Maheu et la Maheude, et les 7 enfants, Zacharie, Catherine, Jeanlin, Alzire, Henri, Lénore et Estelle, vivent entassés dans une petite maison du Coron des 240. Cela inspire Étienne, qui réussit à se faire embaucher aux mines de Montsou en tant que haveur, ouvrier chargé d'abattre le charbon. Il rejoint l'équipe de Maheu et de Chaval. Or, les conditions de travail sont effroyables. Pour écrire ce roman, Émile Zola s'est beaucoup documenté sur le travail dans les mines. Pour accéder à leur poste, ils doivent notamment descendre et marcher longuement dans le dédale des galeries. Étienne fait ainsi la connaissance des Maheu et notamment de Catherine. Il en tombe amoureux, mais cette dernière est déjà convoitée par un ouvrier brutal, Chaval. La relation entre ces deux hommes débute très mal. En plus de leur rivalité concernant Catherine, Chaval voit en Étienne un étranger qui vient amputer leur salaire. Cela dit, Étienne s'intègre vite parmi le peuple des mineurs. Il est révolté par l'injustice qu'il découvre. Il assiste par exemple à une intervention de l'ingénieur Négrel et du maître porion Dansaert, le contremaître en chef. Il inflige à un groupe de travail une amende pour défaut de boisage, ce qui attise la colère des mineurs dépités. En plus des amendes à répétition, la direction annonce que les salaires devront être revus à la baisse. Une fois le travail fini, Étienne se rend à l'Avantage, le cabaret de Rasseneur. C'est un lieu de rassemblement pour tous ceux qui souhaitent parler de politique. Seconde partie. La seconde partie commence par décrire un tout autre cadre, celui des bourgeois qui ont construit leur richesse sur le dos des mineurs. Il s'agit de M. Grégoire, un actionnaire de la compagnie. Un de ses cousins, M. Denolin, lui veut moderniser les installations de la mine, mais doit pour cela emprunter à M. Grégoire qui refuse. Parallèlement, la Maheude vient elle aussi demander de l'argent chez les Grégoire, car elle ne réussit plus à nourrir sa famille. Il lui donne des vêtements, mais refuse en ce qui est de l'argent. Son épicier accepte ensuite de lui faire crédit, à la seule condition que Catherine vienne au magasin. Cette partie nous permet également de découvrir le quotidien chez les autres familles du Coron, aussi difficile que pour la famille Maheu. Un soir, Étienne assiste au viol de Catherine par Chaval. Elle devient en quelque sorte sa maîtresse officielle. Étienne est hors de lui. Cela le rendait fou, il serrait les poings, il aurait mangé cet homme dans un de ses besoins de tuer où il voyait rouge. Troisième partie. Malgré les événements, l'amitié d'Étienne et de Catherine grandit. À l'Avantage, Étienne fait la connaissance de Souvarine, un anarchiste russe qui souhaiterait une totale destruction du système en place. Inspiré, Étienne crée avec son ami Pluchart une division locale de l'Internationale. Lors de la fête de la Ducasse, il essaye de convaincre de nombreux ouvriers de lutter contre le capitalisme. Ceux-ci sont encore peu nombreux à être convaincus, mais son ennemi Chaval adhère à leur mouvement. L'influence d'Étienne grandit rapidement et ses idées révolutionnaires se propagent. Aussi, lorsque la compagnie des mines, arguant de la crise économique, décrète une baisse de salaire, les mineurs semblent décidés à se mettre en grève. Cependant, le travail continue malgré tout, et à la mine, un accident blesse gravement Jeanlin, un des 7 enfants de la famille Maheu. Il survit mais devient infirme. Quatrième partie.
La grève finit par éclater le 15 décembre 1866. Les mineurs veulent rencontrer le directeur de la mine. M. Hennebeau accepte de recevoir une délégation, mais les reçoit sans les prendre au sérieux. Maheu prend à cet instant la tête du groupe. Il réclame notamment une hausse des salaires. Le directeur promet de porter leurs réclamations à ses supérieurs, mais rien ne change. Peu à peu, la grève devient ainsi générale. Mais la compagnie ne semble pas prête à céder. La misère chez les Maheu s'accentue. Catherine réapparaît alors chez eux pour leur partager des vivres. Elle continue toujours à travailler, ayant fui à la fosse Jean-Bart avec Chaval, la seule mine toujours en fonctionnement. Au cours d'une réunion organisée par Étienne, celui-ci est fortement critiqué car on le croit intéressé par le pouvoir. Mais celui-ci réussit à convaincre les ouvriers présents d'adhérer à l'Internationale. Pour lui, c'est une victoire. Cependant, la situation devient de plus en plus difficile pour les mineurs. Il fait très froid et la misère a gagné toutes les habitations. Les enfants des mineurs viennent à commettre des vols pour se nourrir. Malgré tout, la reconduction de la mine est décidée, avec Étienne comme meneur. En colère et affamés, les ouvriers se rendent dès le lendemain à la fosse Jean-Bart pour tout saccager. 5e partie. Denelin, directeur de cette fosse, a alors une idée. Pour le corrompre, il propose à Chaval, qu'il perçoit comme le meneur, un poste de chef si la grève est évitée. Chaval accepte, il trahit Étienne et les ouvriers de Montsou en convainquant ses confrères de mettre un terme à la révolte en ce lieu. Mais alors que Catherine vient à peine de reprendre le travail, elle perd connaissance. De peur, tous les mineurs remontent à la surface. C'est alors qu'ils se retrouvent au milieu d'une foule d'ouvriers en colère, aveuglés par le sentiment de trahison. En quelques minutes, tout est alors détruit et la reprise du travail rendue impossible. Puis les grévistes décident de se rendre chez M. Hennebeau, le directeur. Les Grégoire réunissent à se réfugier chez eux, mais le siège de la maison des Hennebeau commence. Cécile, la fille des Grégoire, est à son retour de promenade prise à partie par la foule. Denelin intervient juste à temps pour éviter qu'elle ne meure. Étienne tente alors de calmer la foule en réorientant les grévistes vers l'épicerie de Maigrat. Mais la situation dégénère, car les ouvriers détruisent et pillent la boutique. Dans sa fuite, Maigrat fait une chute mortelle. Pour les femmes surtout, ce n'est que justice. Il ne pourra plus abuser de celles qui ne peuvent plus payer. Avide de justice, elle lui coupe ses parties génitales et les brandissent en signe de victoire. Mais ensuite, la foule est dispersée par les gendarmes. 6e partie. Nous sommes en février 1866. La grève s'intensifie malgré le froid insoutenable. Alzire, l'un des enfants Maheu, décède. La reprise du travail est annoncée. À l'avantage, Chaval annonce qu'il reprend le travail le lendemain au Voreux, à la tête de 12 Belges. La bataille débute alors avec Étienne, qui lui laisse finalement la vie sauve. Il propose à Catherine de s'installer avec lui, mais elle refuse. C'est alors qu'il aperçoit Jeanlin, en train d'assassiner un jeune soldat qu'il avait rencontré. Stupéfait, il va tout de même l'aider à cacher le cadavre dans l'ancienne fosse. Pendant ce temps, la direction a eu l'idée d'engager des travailleurs étrangers, des borains. Excédés, les mineurs se réunissent à l'entrée du Voreux, pourtant gardés par des militaires. Étienne ne retient plus la foule. Les militaires font feu. Maheu, l'ouvrier chez qui Lantier avait pris pension, est tué. C'est un désastre, 25 blessés et 14 morts. 7e partie. La compagnie confuse incite les mineurs à reprendre le travail en promettant des améliorations. Pour la Maheude, il faut rester ferme, pas de reprise du travail. Étienne se retrouve alors en mauvaise posture, accusé par les mineurs d'être le responsable de tous ces malheurs. C'est Rasseneur qui prend alors sa place de meneur, pendant que chez les Grégoire, on fête les fiançailles de Cécile et de Négrel. Denelin, pour sa part, lui, est ruiné. C'est alors qu'Étienne croise Souvarine.
Il lui dit qu'il a pour projet de partir. Cependant, il ne lui confie pas son dernier projet, saboter la fosse du Voreux. Or, par amour pour Catherine, Étienne a décidé de l'accompagner et a lui aussi repris le travail. La grève est finie. À cause du sabotage, le tunnel de la mine est inondé. La catastrophe advient, la mine s'affaisse et disparaît dans le sol. Alors qu'à Paris, M. Hennebeau est fait officier de la Légion d'honneur, les mineurs se proposent par centaines pour effectuer les travaux de sauvetage. Dans cette démarche, Zacharie meurt par inadvertance à cause du grisou. Cécile, elle, se fait étrangler par le père Bonnemort. Parmi les survivants, Étienne, Catherine et Chaval, son amant, sont bloqués dans la mine. Leur rivalité ayant atteint son paroxysme, Étienne et Chaval finissent par s'entretuer. C'est Étienne qui remporte le combat. Après la mort de Chaval, il s'unit enfin avec Catherine, au bout du 9e jour. Malheureusement, Catherine meurt juste avant l'arrivée des secours. Lorsqu'enfin Étienne remonte à la surface, c'est le seul survivant. Il décide alors de partir pour Paris pour rejoindre Pluchart. Même si la récolte a échoué, il est plein d'espoir dans la lutte que les ouvriers mènent contre les inégalités. Un jour, il en est persuadé, ils vaincront l'injustice.